Bonjour, je suis Martial Maury, je suis ravi de vous accueillir pour cette première table ronde du cycle de conférences de la SFEN pour la région Nouvelle-Aquitaine. Durant une heure, avec nos différents intervenants, nous allons aborder le thème de l'énergie nucléaire et de l'environnement. Mais au préalable, avant de vous présenter les personnes qui participeront à cette table ronde, je vais laisser la parole à Monsieur Bernard Roustit, qui est le président de la SFEN Aquitaine. Bernard, c'est à vous. Bonjour, merci Martial. Bonjour, je m'appelle Bernard Roustit et je suis le nouveau président du groupe Nouvelle-Aquitaine et j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance. Je vous remercie d'avoir rejoint cette visioconférence. La Société française d'énergie nucléaire organise cette série de visioconférences sur le thème de l'énergie et de l'essor de nos territoires. Ainsi, un nouveau cahier des régions sera bientôt disponible. Le groupe régional Nouvelle-Aquitaine a redémarré depuis 5 ans. L'ensemble des exploitants y participent comme Orano, le CEA, les différents CNPE et les laboratoires de la faculté de Bordeaux comme le CENBG et la faculté de Bordeaux. Bon, nous représentons environ une centaine de membres et un groupe jeune génération. Nous avons jusqu'à présent réalisé des conférences en présentiel sur des sujets aussi variés que l'environnement, le numérique et évidemment le nucléaire. Et il nous tarde vraiment de nous revoir rapidement en présentiel pour nos prochaines conférences. Voilà. Le nucléaire, c'est l'énergie décarbonée et pilotable dont nous avons besoin pour atteindre des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique et pour maîtriser notre souveraineté énergétique. Je remercie tous les intervenants de cette table ronde et passe la main à Martial pour poursuivre cette visioconférence. Merci Bernard. Donc nous allons maintenant aborder cette table ronde avec nos 3 intervenants, enfin 3 si les modalités techniques le permettent, car ce sont les joies, si je puis dire, du virtuel, des tables rondes virtuelles. Il y a parfois des problèmes de connexion. Donc nous devrions avoir Madame Floriane Fesquet, qui est responsable au niveau national du programme Prospective énergétique et modèle d'activité d'EDF, que je vois à l'écran et que je salue. Monsieur également devriez... Bonjour Floriane. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Nous sommes censés avoir également Monsieur Séverin Burézy, qui est directeur du CE du Blaye, qui va pas tarder à arriver. Et également Monsieur Hervé Flor, donc qui est la bonne prononciation. Floch, ce sera très bien. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes directeur général d'Alpha RLH, qui est la route des lasers et des hyperfréquences, qui est affilié au CEA CESTA, au CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Et donc, nous allons voir avec vous quelle partition la filière nucléaire peut jouer dans ce duo énergie-environnement qui peut sembler a priori contradictoire. Alors, avant d'entamer la table ronde, je rappelle aux internautes qui nous suivent que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à partir du site sur lequel vous êtes connecté pour suivre notre intervention. Elles seront après transmises aux différents intervenants. Donc, nous allons donc débuter avec vous, Monsieur Hervé Floch. Donc, vous êtes directeur général, comme je l'ai dit, d'Alpha RLH, route des lasers et des hyperfréquences, qui est situé dans l'Institut d'optique à Talence, près de Bordeaux, et lié au CEA CESTA. CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Donc, dites-nous, Monsieur Hervé Floch, où mène cette route des lasers et quelles sont les activités que vous développez qui peuvent nous guider vers une transition écologique? Donc, je renouvelle mon bonjour à tous les participants. Merci pour cette invitation et me donner l'opportunité d'intervenir sur cette table ronde sur un sujet majeur, hein, l'énergie et l'environnement. C'est vraiment un enjeu de société aujourd'hui. La route des lasers, c'est le résultat d'une décision politique majeure. Je vais faire un petit peu d'histoire contemporaine, je vous rassure. En 1995, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a décidé d'annuler les expérimentations nucléaires auxquelles procédait la France dans le Pacifique pour
dans la foulée, passer dans un programme que l'on appelle le programme Simulation, proposé et porté par le Commissariat à l'énergie atomique, vous l'avez cité, et je dois préciser, et aux énergies alternatives. Donc, cette décision politique a été un acte majeur sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine parce qu'elle a pris également la décision d'implanter un très grand instrument de recherche qui s'appelle le laser mégajoule, qui est implanté sur la commune de Le Barp, à 30 km sud-ouest de Bordeaux. Et cette décision a été vraiment un acte majeur, je le répète, parce que c'est à partir de cette décision que nous avons développé un écosystème d'innovation bénéficiant des défis technologiques à tous les niveaux d'une grande installation laser comme le laser mégajoule. Et depuis ce temps, nous avons développé un écosystème assez puissant qui aujourd'hui, comment dire, a un terrain de jeu, je vais dire, qui est sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et ces technologies bénéficient aujourd'hui à cet enjeu majeur sur l'énergie et le bâtiment éco-responsable, respectueux de l'environnement. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus en détail dans ma présentation. Le pôle route des lasers et des hyperfréquences, fait également de l'IoT, les Internet of Things, c'est-à-dire il y a une dimension numérique aujourd'hui qui est omniprésente dans les innovations technologiques. Et c'est grâce à ce cocktail aujourd'hui que nous pouvons valoriser ça sur la thématique énergie, environnement et le bâtiment éco-responsable et dit intelligent. Merci Hervé. Donc, si j'ai bien compris, la Nouvelle-Aquitaine se positionne comme un pôle d'excellence dans ce domaine. Oui, je crois que la Nouvelle-Aquitaine est, une des régions, si ce n'est la région la plus verte, en particulier sur les champs photovoltaïques. Le photovoltaïque, bénéficie d'avancées technologiques importantes pour les cellules photovoltaïques, où on veut toujours gagner sur le rendement de celles-ci. Les matériaux qui sont utilisés, les différentes étapes d'usinage des panneaux photovoltaïques, tout cela fait appel à des technologies en photonique, que l'on dit. La photonique, c'est la science et la technologie de la lumière. Eh bien, la photonique se place au service de l'énergie verte, voilà, en permettant du découpage de panneaux photovoltaïques, du traitement de surface pour augmenter l'efficacité énergétique et en particulier minimiser les pertes lors de la réflexion. Voilà, donc vous voyez que nous avons en région Nouvelle-Aquitaine un engagement fort sur tout ce qui est énergie verte et couplé à la dimension numérique, on va vers ce que l'on appelle l'Internet of Things, donc des objets connectés, et le bâtiment éco-responsable et dit intelligent, c'est parce qu'il est également connecté. Essayer de collecter des datas, de traiter ces datas, d'adapter la consommation d'énergie aux usages. Donc il y a encore un long chemin qui est à faire. Mais, je le redis, cette décision politique majeure, opérée par le CEA depuis une vingtaine d'années, a été un formidable accélérateur de technologies innovantes au service d'un grand enjeu de société, une énergie toujours plus décarbonée, toujours plus respectueuse de l'environnement et adaptée aux nouveaux usages qu'amène le digital. D'accord. Donc là, vous nous avez parlé des bâtiments intelligents, donc les smart buildings, comme on dit en bon français. Ce smart building, si je comprends bien, c'est l'avenir du bâtiment, comme l'avenir du bâtiment, comme le smartphone et a été l'avenir l'évolution du téléphone, c'est ça? Quelque part, oui. Le smart building, c'est d'abord un bâtiment qui se veut, quand je dis éco-responsable,
comment dire, plus efficace sur le plan énergétique, qui répond d'abord à des nouveaux usages de la part des utilisateurs. Hein. Donc, il va y avoir également une dimension, comment dire, intelligente, essayer d'optimiser les consommations d'énergie en ayant, c'est ce qu'on appelle ces smart buildings. C'est en fait, ce sont des bâtiments qui sont connectés au niveau d'un quartier, au niveau d'une ville, où on peut optimiser le fonctionnement de ces bâtiments en étant plus respectueux de l'impact, comment dire, en minimisant, pardon, l'impact environnemental. D'accord. Donc il y a une formidable activité qui se développe en région là-dessus. Un pôle de compétitivité comme le nôtre, il est positionné sur des technologies que consomme le bâtiment dit intelligent et connecté. Hein. On a des enjeux majeurs sur ces technologies dans le domaine, comment dire, de la collecte des datas, de leur traitement, la sécurité, la consommation, l'intelligence et la capacité au bâtiment à interagir avec son environnement et à s'adapter, l'éclairage, la température, tous les capteurs connectés embarqués, la durabilité, le coût. Mais j'associerai aussi à ça, je terminerai là-dessus, le bâtiment éco-responsable et connecté prend également en compte les modes de déplacement, la mobilité. Hein. Donc vous voyez que tout ça est très fortement intriqué et cette notion d'intelligence qui passe par l'hyperconnectivité fait que le bâtiment de demain va être très différent de ce que l'on connaît, de ce que j'ai connu, je dirais, dans ma génération. Je crois qu'il y a un aspect générationnel important. Les jeunes, aujourd'hui, sont de plus en plus sensibles à leur activité et l'impact de cette activité sur l'environnement. Je pense que la formation va avoir un rôle très important pour les jeunes qui arrivent dans la société aujourd'hui, mais également pour les plus anciens, les former, leur expliquer ce que sont ces nouvelles technologies, l'utilisation comment dire, du numérique. Voilà, vous voyez qu'il y a des enjeux importants également au niveau de l'humain. D'accord. Et donc, ces premiers bâtiments, quand pensez-vous qu'ils vont sortir de terre, ou peut-être sont-ils déjà sortis de terre? Alors écoutez, aujourd'hui, je pense que nous sommes surtout à mener des actions permettant de démontrer que pour certains types d'usages, il existe des réponses adaptées. Hein, quand je dis adaptées, c'est avoir la production d'énergie nécessaire à une consommation donnée avec un impact environnemental le plus faible possible, voire aller vers le bilan zéro carbone. Hein, il y a même des bâtiments, on dit, à énergie positive qui sont capables de produire plus d'énergie qu'ils n'en ont consommé. Après, il y a la problématique du stockage de cette énergie et de la restitution. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail de fait sur l'identification des usages. Des démonstrateurs sont faits. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de démonstration, démontrer qu'il y a bien des réponses qui existent pour cet enjeu et que ces réponses eh bien, peuvent s'inscrire dans la durée et générer une véritable activité économique. Donc, nous sommes dans une phase où on teste beaucoup. On fait pas mal d'expérimentations, de démonstrateurs avec des technologies embarquées que j'ai rapidement citées. Donc, il est clair que je pense que le smart building, comme on l'appelle, demain va produire une formidable activité au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau national. Et je pense que pour qu'il y ait une bonne acceptation de la société et qu'il y ait un bon déploiement industriel, il faut qu'on atteigne une taille critique. C'est pour ça que je pense qu'il faudra inévitablement porter le sujet au niveau européen. Et je pense qu'au niveau européen, avec l'ambition du Green Deal, eh bien, on est bien inscrit dans cet enjeu et dans cette ambition majeure. Merci Hervé Floch de nous avoir présenté cette vision de l'avenir.
Et donc nous allons voir à présent comment la région Nouvelle-Aquitaine peut agir en matière de changement climatique. Donc Floriane Fesquet, vous êtes, nous l'avons dit, responsable au niveau national du programme Prospective énergétique et modèle d'activité d'EDF. Et vous avez signé une convention avec la région de Nouvelle-Aquitaine pour l'aider à faire face au changement climatique. Alors tout d'abord, quel est l'état des lieux en la matière et quelles solutions sont envisageables pour les atténuer et les anticiper, ces changements? Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, la neutralité carbone est un enjeu absolument essentiel. Alors, c'est un enjeu pour la France, pour l'Europe, puisque la France a inscrit cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050 dans la loi. L'Europe s'y est engagée également, il y a d'autres pays aussi. Et pour EDF, c'est quelque chose de très concret, puisque EDF a inscrit en 2020 dans ses statuts sa raison d'être, qui est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Et concrètement, l'entreprise s'est aussi engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, c'était tout à fait logique pour nous de travailler avec les régions qui aussi ont des nouvelles prérogatives dans ce domaine, pour se poser la question ensemble de dire comment réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc la première étape, effectivement, c'est de se dire où sont-elles ces émissions qu'on veut réduire. Et quand on s'intéresse à la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, on apparaît tout de suite, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, la spécificité du territoire, et en particulier la part très importante des activités agricoles et sylvicoles. Et puisque 28% des émissions de gaz à effet de serre de la région sont liées à l'agriculture, la forêt et la pêche. Et vient ensuite la question des transports, avec 39% des émissions de gaz à effet de serre, et puis la question des bâtiments, qui était évoquée tout à l'heure sur le côté smart building, avec 20% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, plus précisément, ces émissions dans le transport et dans le bâtiment, elles sont bien liées à des usages énergétiques. Et d'où viennent-elles? En fait, en ce qui concerne le transport, on se rend compte que plus de la moitié des émissions vient des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers. Et en ce qui concerne le bâtiment, eh bien c'est le chauffage, et donc en particulier l'utilisation des énergies fossiles pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, donc les chaudières au fioul ou à gaz, qui font la très très grande majorité, quasiment l'intégralité de ces émissions. Alors une fois qu'on sait où sont ces émissions, on peut se poser la question de dire qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors nous avons regardé ce qu'il était possible de faire concrètement, de façon réaliste, en ayant les pieds sur terre et en étant attentif aussi aux coûts et aux conditions de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une part, les modes de vie, ils évoluent progressivement. On ne peut pas changer son mode de vie, l'ensemble d'une société ne va pas changer son mode de vie du jour au lendemain. Ça a été testé en grandeur nature avec les questions de confinement. C'est quelque chose qui est faisable en temps de crise, sur un temps limité, etc. Mais de façon pérenne, si vous demandez aux gens est-ce que vous êtes prêts à avoir le même mode de vie sur les 30 dernières années que ce que vous avez eu pendant le premier confinement, on sait tous que la réponse sera forcément négative. C'est pas ce à quoi aspirent les gens aujourd'hui. Et ce qui se passe, on n'est pas forcément capable ni de l'accepter ni de le supporter même. Et outre les modes de vie, il y a la question des coûts de l'énergie, puisque les coûts de l'énergie doivent rester maîtrisés, puisque c'est important que les entreprises soient compétitives. On a évoqué tout à l'heure la question de l'emploi, et puis aussi que les ménages aient des factures d'énergie qui restent acceptables, qui restent supportables. Donc, être attentif à quelque chose qui est avec plusieurs aspects, les aspects carbone, mais pas seulement, aussi les aspects évolution des comportements, les aspects coût de l'énergie, et puis la prise en compte de l'existant, parce que la structure du territoire, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Le parc de bâtiments, il existe. Les bâtiments qu'on a aujourd'hui, ils seront tous là quasiment encore en 2050. On aura des bâtiments en plus, mais tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils seront encore là. Et un autre point d'attention pour nous, ça a été la mise en œuvre de technologies existantes. On s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les technologies qu'on a. Une approche vraiment pragmatique. Si on a des technologies formidables qui apparaissent, qui sont nouvelles et qui peuvent nous permettre de réduire les émissions de façon drastique et très rapide, tant mieux. Ce sera un bonus.
Mais on n'est pas sûr. Donc, on va pas faire de pari là-dessus. On va prendre les technologies existantes. Et donc, comment on va faire pour réduire les émissions? En fait, on va avoir 3 types d'actions. Il y a un des types d'actions qui est de réduire la consommation d'énergie. C'est par exemple ce qui est envisagé pour le bâtiment avec l'isolation. Ça peut être aussi le fait d'utiliser une technologie qui a un rendement plus important, les questions d'efficacité énergétique. Ça peut être aussi le fait de renoncer, par exemple, à un usage ou un déplacement, ou laver son linge moins chaud, ou ou ne pas se déplacer. Donc réduire les consommations d'énergie, c'est le premier levier. Le deuxième levier, ça va être le fait de changer de vecteur énergétique. Donc on va passer d'un vecteur qui est carboné à un vecteur qui est moins carboné. Et le troisième levier, c'est de baisser le contenu carbone de l'énergie qu'on utilise. Donc on a vraiment 3 types d'actions différents et globalement, compte tenu de l'ampleur du défi, il va être nécessaire d'articuler un ensemble de solutions. Bien isoler les bâtiments, pas forcément les rendre passifs, mais remplacer les chaudières fuel et gaz fossiles par des chaudières bois ou pompes à chaleur, encourager l'usage du vélo, des transports en commun, développer la mobilité électrique, etc. Et avec tout ça, notre étude montre qu'il est possible de diviser les émissions énergétiques de CO2 d'un facteur supérieur à 5 à l'horizon 2050 pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et ça, tout en prenant en compte la croissance de la population, puisqu'il y a une dynamique positive au niveau de la démographie. Donc l'INSEE prévoit une augmentation du nombre des habitants de la région, ce qui veut dire une augmentation aussi du nombre de kilomètres parcourus, du nombre de bâtiments, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très encourageant. Après, on peut se dire, par quoi on commence? Alors aujourd'hui, il se trouve que ça a été rappelé en introduction, en France, nous avons un vecteur énergétique bas carbone, l'électricité. Faut savoir que c'est vraiment une spécificité française parce qu'on a dans notre pays une des électricités les moins carbonées au monde grâce au mix électrique nucléaire ENR. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique et qui a un atout formidable par rapport à la trajectoire vers la neutralité carbone. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a dès aujourd'hui des technologies qui ont des rendements très élevés, que ce soit le moteur électrique pour la mobilité ou que ce soit les pompes à chaleur pour les bâtiments. Donc, parce qu'il ne faut pas non plus, dans les 3 leviers, c'est important de combiner les 3 pour toujours chercher à être efficace et faire le meilleur usage de l'énergie qu'on a et puis des droits à émettre qu'on a, si tant est qu'on en ait encore. Mais il faut utiliser toutes ces ressources-là avec parcimonie parce qu'elles sont finies. Et donc finalement, l'électrification des usages en France aujourd'hui pour le bâtiment et le transport, ça va permettre de mobiliser des technologies qui sont efficaces sur le plan énergétique, quand on voit le rendement des moteurs thermiques notamment, et puis qui permettent de passer à un vecteur énergétique, l'électricité, qui est déjà bas carbone en France. Donc ça, je dirais que dans le monde entier, l'électrification des usages apparaît comme un levier majeur. Les analyses de l'AIE vont dans ce sens-là, etc. Mais en France, il y a encore un effet supplémentaire du fait que l'électricité est déjà décarbonée. Et en Nouvelle-Aquitaine, les émissions du secteur transport et bâtiment représentent 60% des émissions de gaz à effet de serre et même plus de 80% des émissions de CO2. Donc c'est vraiment le fait de développer la mobilité électrique et de sortir les fossiles des bâtiments sont vraiment les actions à entreprendre en premier, d'autant plus qu'elles auront des effets tout de suite. Et comme vous le savez, ce qui compte pour le changement climatique, c'est le cumul des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on réduit nos émissions aujourd'hui, on les réduit chaque année entre aujourd'hui et 2050. Et donc ça fait des quantités beaucoup plus importantes. Et en parallèle de ces actions court terme, il va falloir préparer les évolutions structurelles pour la transition, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, d'évolution des pratiques agricoles, alimentaires, etc. Et donc ça, c'est des choses qui prennent du temps, qui méritent d'associer l'ensemble des parties prenantes et de prendre des décisions qui sont difficiles. Donc pour moi, c'est vraiment très très important d'associer comme ça des actions court terme qui vont avoir des effets tout de suite, et puis de préparer des actions de plus long terme qui sont plus difficiles à mettre en œuvre. Donc, pour terminer, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la neutralité carbone, il y a urgence, il faut s'y mettre maintenant. C'est un projet qui doit s'insérer dans l'ensemble des dimensions de la société, que ce soit les qualités de vie, la compétitivité des entreprises ou les modalités de financement. C'est pas facile, mais c'est faisable sous certaines conditions. Et donc, c'est aussi une opportunité pour l'électricité bas carbone en France aujourd'hui.
Merci, Floriane Fesquet. Alors, du cadre général, maintenant, nous allons aborder le local avec Séverin Durézy. Séverin, Oui, voilà. bonjour. Bonjour. Donc, vous dirigez depuis près de 3 ans maintenant un géant de la production d'électricité en Nouvelle-Aquitaine, le CNPE du Blayais, qui a produit à lui seul en 2019, je crois, 25 milliards de kilowattheures, soit les 2 tiers des besoins C'est exact. annuels en électricité de Nouvelle-Aquitaine, qui est une grande région. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment ce mastodonte industriel, qui, avec ses 4 unités de production d'une puissance de 900 MW chacune, ses 1300 salariés d'EDF, les 600 autres qui sont sur le site, qui viennent d'entreprises partenaires d'EDF. Donc comment cette masse énorme peut concilier efficacité de production et souci environnemental? Alors, d'abord, je suis désolé, j'espère que l'image et le son seront bons pour des raisons de pare-feu. Je suis sur mon téléphone portable, donc j'espère que ça sera pas trop préjudiciable à la qualité vidéo et sonore. Vous l'avez dit, la centrale du Blayais, c'est 4 réacteurs de 900 MW. Effectivement, c'est entre 25 et 26 TWh qui sont produits chaque année. C'est une centrale qui a été démarrée en 1981. On célébrera les 40 ans du premier couplage au réseau du réacteur numéro 1 en juin prochain. Ces 4 réacteurs qui sont refroidis intégralement par l'eau de la Gironde. Et tel que ça a été dit d'ailleurs dans l'exposé précédent, c'est une centrale donc qui est située dans le nord Gironde, dans un environnement qui est très rural, dans lequel on fait historiquement de l'asperge, du vin, et un petit peu plus haut, on fait un petit peu de cognac également. C'est un environnement dans lequel il y a 40 ans, alors j'étais pas là pour le voir, mais faire un tout petit peu d'histoire industrielle, ça aide toujours à comprendre les choses. Il y avait initialement autour de la centrale un peu d'opposition parce que la culture industrielle autour de la centrale était finalement assez peu développée, et forcément un certain nombre de doutes sur ce nouveau moyen de production qui arrivait. Et du coup, dès le début du démarrage de la centrale, eh bien, il y a eu des fortes attentes et des fortes préoccupations en matière d'environnement. Et du coup, je vais concentrer ma réponse autour de 3 thèmes, pas du tout équilibrés en termes de durée. Mais le premier qui me tient à cœur, c'est en quoi la centrale nucléaire se préoccupe de l'environnement. La première réponse, elle est extrêmement structurelle, elle est simple, et elle a été également rappelée dans l'exposé précédent. C'est que le nucléaire, par conception, par construction, n'émet pas de CO2. Alors, même quand on prend le cycle complet de l'approvisionnement jusqu'au retraitement des déchets, en réalité, les émissions de CO2 sont plus que réduites. Sur le cycle complet de la production, les émissions de CO2 sont nulles. Pourquoi? Simplement parce que le procédé fait qu'il n'y a pas de combustion de matière carbonée. On réchauffe, on produit de la vapeur d'eau pour faire tourner le groupe turbo-alternateur à partir de la réaction nucléaire. Combustion, pas d'émission de CO2, et donc forcément, structurellement, une lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense que c'est important de le rappeler à un moment où malheureusement une majorité de nos concitoyens ne sait pas cette évidence. Donc la première des réponses est structurellement la production d'électricité d'origine nucléaire n'émet pas de CO2 et donc un vecteur très efficace de lutte contre le réchauffement climatique. Mais c'est pas la seule raison. Comme toute activité industrielle, la centrale nucléaire, elle est réchauffée par la Gironde, et il y a un certain nombre d'émissions de différentes natures que nous sommes tenus de maîtriser, de réduire en permanence, et sur lesquelles nous sommes particulièrement contrôlés. Donc pour ça, réglementairement, nous sommes tenus de respecter ce qu'on appelle l'arrêté de rejet. Donc c'est du domaine du réglementaire. L'autorité de sûreté nucléaire notamment, et le gendarme qui nous oblige en toutes circonstances à respecter ces arrêtés de rejet. C'est aussi pour ça que en permanence nous contrôlons, nous analysons et nous rendons publics tous les prélèvements que nous faisons dans l'environnement, qui sont de différentes natures. Un ordre de grandeur,
c'est plus de 20 000 prélèvements et 20 000 analyses annuelles que nous réalisons à tout niveau. Et c'est 20 personnes qui sont en permanence à la maîtrise de l'environnement. Je m'empresse d'ajouter également que, comme dans le domaine de la sûreté, comme dans le domaine de la radioprotection, comme dans le domaine du transport des matières radioactives notamment, eh bien en matière d'environnement, dès qu'il y a sur l'installation quelque chose qui est inhabituel, qui sort des normes, qui éventuellement nous amène à être au-dessus d'un certain nombre de limites qui nous sont fixées, eh bien nous déclarons, nous rendons public, y compris auprès de la commission locale d'information du nucléaire, dans lequel il y a des associations, y compris antinucléaires, eh bien nous rendons public l'ensemble de ces informations à travers la publication d'événements intéressant l'environnement ou d'événements significatifs vis-à-vis de l'environnement. C'est le terme qu'on utilise, qui peut sembler anxiogène, mais c'est le terme consacré. Alors qu'est-ce qu'on contrôle les activités des rejets gazeux, et quels que soient les types de gaz que nous rejetons, il faut juste que vous ayez en tête que nous rejetons moins de 100 de la limite annuelle qui nous est fixée. De la même manière, concernant les rejets liquides, on contrôle très strictement la chimie de nos rejets d'eau dans la Gironde. On a des autorisations, par exemple, dans un domaine qui parfois fait le buzz médiatique, qui est le tritium, où nous sommes généralement à 30% de la limite annuelle de tritium. Alors qu'est-ce que c'est que le tritium? C'est un isotope de l'hydrogène. Je rappelle, parce qu'on entend là aussi beaucoup de choses et parfois pas très justes concernant le tritium, l'Organisation mondiale de la santé a fixé un seuil dit de potabilité dans le domaine du tritium à 10 000 becquerels par litre. Nous, le maximum qu'on rejette est un ordre de grandeur 100 à 1000 fois inférieur à ces rejets-là. Donc en fait, on est très 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 en deçà des limites qui nous sont fixées. On utilise bien évidemment, pour maîtriser notre process nucléaire et par exemple éviter la corrosion de nos tuyauteries, on se prémunit de présence d'oxygène dans les tuyauteries. Donc pour ça, on utilise différents procédés. Et bien là aussi, nous sommes tenus de respecter un certain nombre de limites sur des produits tels que l'hydrazine ou l'éthanolamine par exemple. Eh bien, il faut savoir que là aussi, on est de l'ordre de 1%. Les prélèvements que nous faisons montrent qu'on est à 1% de la limite annuelle qui nous est octroyée. D'ailleurs, parmi nos préoccupations environnementales, par exemple, pour conditionner le circuit secondaire, donc la partie non radioactive de nos installations, historiquement, nous utilisions un produit qui s'appelle la morpholine. On a changé ce produit pour s'appuyer sur un produit qui s'appelle maintenant l'éthanolamine, parce qu'il était finalement il est meilleur pour l'environnement et en plus il est tout aussi efficace pour la lutte contre la corrosion de nos tuyauteries. On a fait ça en 2011, donc ce sont à chaque fois des travaux importants. On s'appuie sur l'état de l'art de la recherche en la matière. On fait des tests, on consolide nos analyses. Et lorsque nous sommes prêts, eh bien effectivement, nous procédons à cette bascule qui, soit dit en passant, coûte un petit peu plus cher, sauf que ça va dans le bon sens, à la fois en termes de durée de vie des installations et donc de sûreté nucléaire, mais aussi en matière d'environnement. De la même manière, on est tenu de respecter un certain nombre de critères, par exemple des critères de température de rejet, puisque l'eau de la Gironde est utilisée pour refroidir le circuit secondaire de nos installations, faire en sorte que notamment le rendement thermodynamique, notamment dans le circuit secondaire, soit efficace, donc que notre condenseur fonctionne bien. Pour ça, donc, on prélève de l'eau de la Gironde et qui est restituée intégralement par des rejets, par les voies de rejet qui sont normalement prévues à cet effet. Donc on prend de l'eau de la Gironde, on la restitue intégralement, et puis elle est très légèrement réchauffée. Très légèrement réchauffée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tenu en matière de protection de la faune et de la flore à proximité de la centrale, d'avoir une eau qui sort jamais au-dessus d'une trentaine de degrés. Alors, et c'est vrai sur toutes les centrales de France,
Vous avez peut-être entendu dans la presse, et notamment un certain nombre des détracteurs de l'énergie nucléaire, dire que on arrêtait des centrales l'été parce que la température de l'eau était trop importante et que ça amenait des risques en matière de sûreté. Pas du tout. Ce sont des considérations environnementales qui guident ces choix. Et concernant la centrale du Blayais, j'ai fait un petit peu de recherche là sur les 3 dernières années. Il nous est arrivé au mois de juillet ou août, ces 3 dernières années, effectivement, de diminuer la puissance d'un réacteur pour en permanence garantir un échauffement de l'eau de la Gironde qui soit toujours dans les limites qui nous sont octroyées. L'ordre de grandeur, là aussi, il est important à avoir en tête. On a donc 4 réacteurs de 900 MW qui tournent en permanence. Nous avons diminué la production de l'équivalent de la production d'un réacteur pendant 2 jours sur les 3 dernières années. C'est ça l'ordre de grandeur de la limitation de production d'électricité à la centrale du Blayais pour ces considérations environnementales. Accessoirement, on a fait quelques simulations. Si la température de la Gironde augmentait de 1 degré, ça nous amènerait à multiplier par 2 ou 3 ce chiffre, mais qui est en fait, c'est quelques jours de la production d'un réacteur à rapporter à la production annuelle de 4 réacteurs, ce qui est quand même assez faible. Accessoirement, c'est un moment en France, en été, où c'est là qu'on n'a pas forcément le plus besoin d'électricité. Bref, les impacts de la centrale sont en permanence surveillés, maîtrisés, optimisés. Et c'est le 3e volet de mon exposé. Par ailleurs, comme un certain nombre d'industriels responsables et en tout état de cause en adéquation avec la raison d'être du groupe EDF, on fait énormément de choses, pas directement sur le process nucléaire, qui est ce que je viens d'indiquer, mais plutôt autour du process nucléaire pour développer la conscience environnementale effectivement, tel que ça a été dit, plus de 2000 personnes qui y travaillent. On a été, dès fin 2017, un des premiers industriels à électrifier notre flotte de véhicules d'astreinte. Donc c'est 120 véhicules électriques qu'on recharge sous les ombrières qu'on a mises sur nos parkings, et qui maintenant tous les collègues qui gréent l'astreinte se déplacent avec des véhicules électriques. La rénovation de bâtiments auxquels on procède petit à petit, notamment dans l'optique du grand carénage pour accueillir un nombre important de personnes, sont extrêmement respectueux des dernières normes environnementales. Vous savez qu'il y a une digue à Blayais pour nous protéger justement de la Gironde. Cette digue, elle va être rehaussée. On s'est aperçu qu'il y avait une espèce d'orchidée particulière qu'il fallait protéger. On a déplanté et replanté ces plants d'orchidées de manière là aussi à être extrêmement respectueux de l'environnement. De la même manière, pour des raisons sécuritaires, on limite le nombre d'arbres qui sont autour de l'empreinte de la centrale. Là aussi, on procède à des plantations d'une centaine d'arbres dans la réserve naturelle qui est à proximité de la centrale et qui d'ailleurs est une réserve également ornithologique de 62 hectares qu'on est très fiers d'entretenir et aussi de faire entretenir par un certain nombre de personnes du territoire, dont des associations de chasseurs, par exemple. Bref, la préoccupation environnementale du nucléaire, elle est très importante à la centrale, elle ne peut que grandir et elle me donne une grande fierté de développer en permanence à la fois la sûreté au service de la production d'électricité et de développer également l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Merci à vous pour votre participation. Et donc là, nous allons maintenant aborder la partie questions-réponses. Et justement, Séverin, vous en avez un petit peu parlé, mais quelles sont les différentes mesures que vous avez prises au niveau de la centrale pour anticiper, vous prévenir des catastrophes naturelles? On pense comme à la tempête de 1999, ou même aux aléas climatiques plus... là, vous en avez un petit peu parlé également pour l'été, des aléas climatiques plus récurrents comme du gel ou de la canicule.
Est-ce que c'est le gel, la canicule, est-ce que ça a une incidence sur le fonctionnement de la centrale? Oui, alors, tout à fait, vous avez raison de le signaler. Alors, d'abord, je vais, je vais parler par exemple des effets du réchauffement climatique eux-mêmes. Donc, une source froide qui est la Gironde, dont on anticipe en ce moment une augmentation du niveau liée à l'échauffement potentiel des océans. Donc la digue que nous avions déjà rehaussée de 2,50 m sur le front de Gironde de la en fait, on va encore la rehausser d'une cinquantaine de centimètres pour intégrer les effets potentiels d'une évolution à la hausse du niveau de la Gironde et également intégrer des phénomènes de houle qui seraient générés par exemple par une tempête qui serait plus important que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. De la même manière, au titre du réchauffement climatique, on est en train de consolider tous les dispositifs de refroidissement ou de réfrigération de l'ensemble des locaux dans lesquels, par exemple, il y a les diesels ou un certain nombre d'armoires électriques, par exemple. Donc, on renforce également ça. Mais même un truc qui peut sembler étrange ou surdimensionné, vous savez que suite à Fukushima, on a mis en place des diesels d'ultime secours, qui sont des 4 diesels qui sont montés sur des plots parasismiques, qui sont dans des sortes de bunkers surélevés à toutes fins utiles. Eh bien, ces bâtiments, donc à 25 mètres, à 25 mètres de haut, il y a l'échappement des fumées du diesel. Eh bien, cet échappement lui-même, on l'a protégé contre l'effet, par exemple, des tornades qui pourraient amener à plus de 20 mètres de haut des petites barques qui seraient sur la Gironde ou des voitures. Et donc, on se prémunit également du risque tornade à travers ça. Ce sont des exemples concrets, certainement pas exhaustifs, mais qui me semblent démontrer que, effectivement, à EDF et à Blayais, entre autres, eh bien, en fait, on se prépare dans le cadre de la PPE à prolonger la durée de vie de nos installations pour celle du Blayais de 10 à 20 ans supplémentaires dans le cadre de la PPE. Je pourrais y revenir à travers le programme Grand Carénage, mais aussi à travers la prise en compte d'aléas climatiques dont on anticipe qu'ils seront plus sévères demain qu'on a pu le connaître jusqu'à aujourd'hui. Merci. Alors, si on avait besoin de se le prouver, cette table ronde énergie-environnement de la semaine est dans l'actualité. Dans la presse, il y avait hier, je ne sais pas si on le voit, un article « Avenir électrique du pays, il est urgent de se secouer », où François Bayrou, commissaire au plan, estime que d'ici 2050, il y aura une hausse de la consommation de 40 à 45% et que l'État ne fait pas grand-chose pour anticiper là-dessus. Et cela rejoint une question d'un de nos internautes, Kemal Beyram, qui dit « Le développement de la mobilité électrique ne nécessiterait-il pas un renforcement de la production d'énergie électrique ?» Donc, qui souhaite répondre à cette question? Floriane, peut-être? Dans un premier temps? Oui, moi je veux bien. Merci. Alors effectivement, c'est une question tout à fait pertinente parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de consommation de carburant et donc on se dit si on passe des voitures à l'électricité, ça va faire beaucoup de consommation d'électricité. Ben, en pratique, pas tant que ça parce que un moteur électrique, il a un rendement de l'ordre de 95%, alors qu'un moteur thermique, il a plutôt un rendement de l'ordre de 25-30%. Donc en fait, pour la même consommation énergétique, le véhicule électrique il fera 3 fois plus de kilomètres que le véhicule thermique. Et c'est ce qui permet de. Donc d'ailleurs, dans nos scénarios, ce qu'on voit, c'est que compte tenu des efforts d'efficacité énergétique sur les différents volets, que ce soit sur l'isolation, que ce soit par rapport à différents gestes d'effort, voilà, ça vient compenser à peu près les augmentations qui sont liées au développement de la mobilité électrique. Alors, si on regarde, d'ailleurs, les prévisions de RTE à horizon 2030 montrent une évolution très très faiblement à la hausse des consommations d'électricité en France. Alors, si on regarde plus loin, on va avoir d'autres phénomènes, notamment parce que ça dépend aussi du développement, par exemple, de l'hydrogène.
C'est-à-dire que l'électricité peut servir aussi à décarboner Enfin, il y a certains usages où on peut électrifier directement, et c'est énergétiquement ce qui sera le plus efficace. Mais il y a d'autres usages, par exemple dans l'industrie, quand on a besoin de températures très élevées, l'électricité ne peut pas forcément fournir tout de suite cette température. Et donc, on va passer par un intermédiaire qui pourrait être de l'hydrogène, par exemple, fabriqué par électrolyse pour être bas carbone. Et dans ce cas-là, ça veut dire que on va avoir un peu une perte de rendement. Et ça veut dire aussi qu'il faudra de l'électricité produite pas seulement pour les usages de l'électricité, mais aussi pour d'autres usages. Et ce que je voudrais dire sur ce sujet-là, c'est qu'il y a deux éléments du coup à long terme. C'est d'une part produire suffisamment de térawattheures pour répondre à la consommation d'électricité. Et là-dessus, on voit tout l'intérêt des atouts de la France en termes de potentiel d'énergie renouvelable et du parc nucléaire et toutes les problématiques de son évolution, parce que c'est une évolution qui est nécessairement lente. Et par ailleurs, on a la question de la flexibilité, c'est-à-dire d'avoir la consommation dont on a besoin au moment où on en a besoin, donc soit en déplaçant la production, soit en déplaçant la consommation. Et c'est tous les enjeux de flexibilité du système électrique. Séverin, voulez-vous rajouter quelque chose? Est-ce que la production de la centrale est modulable, hein, peut augmenter, baisser rapidement et au gré des demandes? Oui, et heureusement qu'elle l'est, parce que d'abord parce que la consommation est en effet très fluctuante. Alors elle est fluctuante en fonction des saisons. Avec en France, on consomme davantage en hiver qu'en été, avec un effet quand même un effet grandissant des climatisations, mais on n'est pas encore au niveau, par exemple, des Américains qui ont plutôt des pics lorsqu'il fait très chaud. Cela dit, les dernières canicules ont amené un certain nombre de nos concitoyens à s'équiper en climatisation, et on en voit l'effet quand même aujourd'hui à certains moments. Mais c'est aussi une variabilité dans la journée à laquelle on est tenu de répondre en permanence. Et donc, en effet, la production de nos centrales est ajustable. Ça a été longtemps une spécificité du parc nucléaire français, et le caractère un peu moins prédictible de la production des énergies renouvelables. Autant la consommation est très anticipable, autant la production l'est un tout petit peu moins, et donc il y a beaucoup plus d'ajustements, j'allais dire, de dernière minute que nous sommes amenés à faire aujourd'hui avec nos centrales nucléaires. Je vais juste ajouter un point parce que ça me tient à cœur. Lorsqu'on a installé les 4 hectares d'ombrières, donc qui produisent 4 mégawatts crête, c'est-à-dire lorsqu'il fait soleil, au maximum ça peut produire 4 mégawatts, et qu'on a mis nos véhicules électriques dessous, notamment pour les recharger, on en a profité pour lancer avec les équipes de la recherche et développement d'EDF un projet visant à justement travailler sur des recharges intelligentes. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une voiture est rechargée à un instant T qu'elle va être rechargée tout de suite, mais plutôt pour moduler la consommation et le tirage d'un parc d'une centaine de véhicules sur une infrastructure électrique. Et je pense que c'est important parce que c'est un des enjeux de demain, tel que ça a été dit d'ailleurs, d'être en capacité peut-être de lisser, c'est-à-dire de reporter à des moments où la consommation d'électricité est moindre, eh bien de reporter cette consommation à ces moments-là. C'est typiquement le cas de la recharge de véhicules électriques, par exemple. Ça peut même aller encore plus loin. Bon, c'est un peu moins mon domaine, donc je n'en parlerai pas. En bref, l'idée, c'est d'être en capacité de lisser davantage la courbe de charge demain, et c'est un gros enjeu, je pense, pour tout le réseau électrique français, et pas que français. Merci. Donc, dans les différentes solutions qui ont été trouvées pour anticiper, pour décarboner, on a parlé du développement du vélo, du déplacement électrique. Est-ce que cela implique, parce que faire du vélo, c'est certes, mais au bout de quelques kilomètres, personnellement, je fatigue. Est-ce que ça n'implique pas donc du coup d'avoir un habitat plus densément peuplé? Je ne sais pas, Hervé Floch, qu'en pensez-vous? Effectivement, donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il est, pour moi, hein, je reviens à ce terme de smart building, je pense qu'on ne peut pas vraiment dissocier, comment dire, la question de l'habitat de la question des modalités de déplacement et de la mobilité, hein. Donc,
effectivement, si demain, d'ailleurs on le voit en ces temps de crise, on a vu beaucoup se développer l'usage du vélo, et c'est très bien, ça va dans la bonne direction hein, pour abaisser, comment dire, le niveau de carbone. Toutefois, ça pose d'autres problèmes, effectivement, de circulation dans l'espace, d'un quartier, de la ville. Donc, de toute façon, je connais pas de situation personnellement. Si quelqu'un la connaît, je suis preneur, qui ne présente que des avantages. Une situation, elle a toujours avantages et inconvénients. Donc, aller vers une mobilité, comment dire, bicyclette avec une assistance électrique. Il y a aussi des vélos, d'ailleurs, je tiens à le dire au passage, avec comment dire un vecteur hydrogène hein, qui se sont développés avec une société en Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs. Donc, je vous rejoins. Je pense que ça va amener ensuite d'autres problèmes, mais qui, selon moi, ne sont pas insurmontables. Hein. Je pense que la priorité, c'est effectivement d'améliorer notre bilan carbone, comme ça a été dit, très bien expliqué par l'intervenante précédente. Il y a aujourd'hui, je pense, tout un bouquet d'outils qui sont à notre disposition pour aller vers cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Je pense qu'on ne peut pas, effectivement, comme un interrupteur, passer de la situation où nous sommes aujourd'hui à une situation zéro carbone en appuyant sur un interrupteur. Ce sera un régime transitoire. Et je crois que ce mix énergétique que nous avons en France aujourd'hui, avec cette spécificité d'un pourcentage élevé, comment dire, de l'électronucléaire, hein, on doit rester à, je parle sous le contrôle de mes collègues d'EDF, au-dessus de, je pense, de 70, peut-être 75% de production d'électricité grâce à l'électronucléaire, et on parle d'énergie de production en masse. On est dans une société où il y a un appétit énergétique grandissant, ça a été dit. Il faut pouvoir alimenter ça. Alors, développer les ENR, bien évidemment, et la Nouvelle-Aquitaine, une fois encore, est très engagée sur un sujet comme celui-là, mais ça veut dire consacrer davantage de terre pour cela. Donc pour des champs, des fermes photovoltaïques de plus en plus grandes, ou du photothermodynamique, ou de la biomasse. Donc il y a un juste équilibre, je pense, à trouver, et nous sommes dans un régime transitoire. Il y a une prise de conscience de la société, et les nouvelles générations, comment dire, montrent vraiment la voie, et je salue cela très fortement, mais je pense que ce transitoire doit toujours être le résultat d'un équilibre maîtrisé. Et le nucléaire en France permet quand même d'avoir la production d'énergie, d'électricité dont a besoin notre pays, à la fois pour ses citoyens et pour l'industrie et les différents usages. Et il y en a d'autres qui sont à naître. Voilà, en respectant de mieux en mieux le carbone. Alors, dans le nucléaire, oui, il y a une autre problématique, ça a été évoqué, du retraitement des déchets. Ça, c'était une autre question, bien que là aussi, je pense qu'il y a des informations, beaucoup d'informations qui circulent et qui ne sont pas toujours très justes, pour reprendre le terme de M. Séverin. Donc, voilà, je pense que, oui, la mobilité électrique ou hydrogène va appeler forcément de nouvelles questions auxquelles il faudra apporter de nouvelles réponses. La technologie, hein, un pôle de compétitivité, c'est un acteur au service de l'innovation technologique, stimuler l'innovation technologique dans nos territoires, dans nos entreprises, pour que nous restions compétitifs dans un marché, on peut être pour, contre, qui est global, qu'on le veuille ou non. Voilà. Hein, et un pôle comme le nôtre, il peut aider justement à répondre à des problématiques que vous citez, d'augmentation de la circulation dans un espace donné, comment recycler les matériaux, la maintenance des centrales nucléaires. Nous pouvons là aussi proposer, c'est ce qu'on fait déjà, hein, des solutions innovantes pour aller davantage vers ce qu'on appelle de la maintenance préventive.
Hein, donc, voilà, j'ai élargi un peu ma réponse à votre question, mais vous voyez bien que cette question de l'énergie, euh, qui est une question, comment dire, prégnante, hein, et la consommation au fil du temps va bien sûr grandissante, une démographie qui augmente, une activité économique qui se développe. Ça pose de nouvelles questions et la technologie doit pouvoir apporter des réponses. Je ne dis pas répondre à tous les problèmes, il n'y a pas de réponse idéale, mais c'est sûr que c'est en investissant dans la recherche, dans la technologie, que nous pourrons de mieux en mieux répondre à cet enjeu de société qui est l'énergie toujours plus respectueuse de notre environnement auquel nous sommes très attachés. Voilà. Et je pense qu'en région Nouvelle-Aquitaine, il y a de très nombreux atouts. Nous-mêmes, Paul, nous travaillons en étroite collaboration avec, bien sûr, EDF pour essayer d'apporter des réponses à des questions, des problèmes posés. Et je crois qu'il y a de beaux progrès qui sont réalisés ces dernières, je dirais, décennies. Hein, c'est clair. Merci. Donc, une dernière question là, qui nous est soumise par un internaute, a priori élu local, puisqu'en publicité pour des projets éoliens sur nos territoires, cette vie est-elle rentable si on lui ôte ses subventions par rapport au prix du marché de l'électricité? Est-ce que l'énergie doit être rentable? Qui souhaite répondre? Floriane? Oui, je veux bien. Oui, en fait, alors, l'énergie, certes, il y a une dimension d'infrastructure critique, de responsabilité d'État, etc. Mais il n'empêche que pour que des entreprises exercent ce métier, investissent dans l'énergie, il faut bien qu'il y ait une rentabilité. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Alors, cette question de rentabilité, elle va être, il y a plusieurs instruments qui rentrent en ligne de compte, hein, parce qu'effectivement, on l'a vu sur le développement, par exemple, des énergies renouvelables avec les objectifs fixés par l'État et les soutiens qui ont été apportés par l'État et qui ont permis aux projets individuellement d'être rentables pour les gens qui développaient ces projets-là. Ensuite, il y a la question aussi de se dire, temporairement, de se dire c'est subventionné finalement, parce que ça veut dire que c'est tout le monde qui paye, enfin tous les contribuables, etc. Est-ce que c'est tenable à long terme? Et là, on arrive dans une deuxième dimension. Et là-dessus, je pense qu'il faut souligner le fait que typiquement sur l'éolien et le photovoltaïque, il y a eu des progrès énormes sur les technologies, des réductions de coûts qui sont absolument considérables, et ce qui permet que aujourd'hui, les projets de production d'énergie renouvelable puissent envisager d'être rentables. Alors, on a quand même un point qui est essentiel, c'est que le prix de l'électricité aujourd'hui sur le marché de gros, il dépend notamment du prix du CO2. Et le prix du CO2, il dépend de la contrainte politique qu'on met sur la décarbonation et les objectifs de décarbonation. Et donc là-dessus, on a un mécanisme au niveau européen sur les permis d'émission qui font que pour avoir le droit d'émettre du CO2, il faut avoir un permis d'émission. Et la régulation de ce mécanisme-là est quelque chose d'essentiel pour la transition énergétique et pour la rentabilité des projets de production d'électricité, que ce soit indépendamment des technologies. Et là-dessus, il y a des réformes en cours, mais on sent que le marché des permis d'émission au niveau européen est quelque chose qui est pas encore complètement bien calé. C'est-à-dire que quand il y a un choc macroéconomique, on l'a vu très clairement dans la crise de 2008, on va avoir l'activité économique qui baisse et du coup le prix de ces certificats d'émission qui baisse et du coup ça va moins inciter économiquement des acteurs économiques à mettre en place des actions de réduction d'émissions. Mais c'est quelque chose qui évolue. Il y a des compléments à ce mécanisme qui sont mis en place. Et maintenant, je pense que la détermination de l'Europe et de l'ensemble des acteurs est très forte sur ce sujet. Donc, j'ai confiance dans l'avenir de ce mécanisme-là et il permet effectivement aux projets de production bas carbone d'accéder à la rentabilité quand ils sont sur des horizons de marché.
Merci Floriane. Donc on a bien compris que cette question mériterait une table ronde commentaire du moins. Je vous remercie les quatre d'avoir participé à ce débat passionnant sur lequel je pense tout le monde a appris, moi le premier, beaucoup de choses. Et rendez-vous prochaine table ronde à 13h30 sur un thème qui lui aussi sera riche, puisqu'il s'agit de l'emploi, de l'innovation et par rapport à l'énergie. Merci à vous d'avoir participé. Et je donne rendez-vous aux internautes tout à l'heure. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.